Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord du vol du Sankofa ce matin qui se pose sur un petit pays qui a vu naître l'un des plus fougueux nationalistes africains et dont le destin est intimement lié aux deux guerres mondiales. Sa marche vers l'indépendance fut incarnée par la lutte entre deux hommes politiques, Sylvanus Olympio et Nicolas Grunitzky, une bataille de titans aux perspectives très incertaines après les indépendances. Vous avez peut-être deviné, je vous emmène dans les dédales de l'histoire abracadantesque du Togo, cette colonie allemande qui a obtenu son indépendance de la France le 27 avril 1960. Éphéméride africaine, pas mon papa. Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, la bande côtière entre le royaume Ashanti dans l'actuel Ghana et celui du Dahomey dans l'actuel Bénin était un espace libre mais déjà visité par les Portugais, les Danois et les Hollandais. Ils y avaient établi des ponts de commerce. Plus tard, un explorateur allemand du nom de Gustav Nachtigal signa un accord de protectorat en 1884 avec un chef local, le roi Mlapa III, qui contrôlait un territoire autour du lac Togo. Sur la base de ce protectorat, l'Allemagne qui tient à être présente sur cette côte établit son autorité sur l'intérieur du pays en baptisant ce territoire le Togoland. L'Allemagne installe ensuite ses propres commerçants et réduit ainsi l'influence des Français et des Anglais qui s'opposent sur cette partie pour gagner cette bande de terre via leurs alliés locaux respectifs, les familles Lawson d'un côté et la compagnie marseillaise Fabre de l'autre côté. L'autorité de l'Allemagne sur ce territoire est officialisée par la conférence de Berlin en 1885 qui a partagé donc l'Afrique aux nations européennes. Le Togoland sera même le théâtre de violents combats quand commence en 1914 la Première Guerre mondiale. Après des combats qui l'ont opposé à la France et à l'Angleterre, l'Allemagne est défaite dès le 25 août 1914. Ayant donc perdu la guerre, l'Allemagne perd aussi son statut de puissance coloniale et se voit dépouillée de ses 4 colonies d'avant-guerre en Afrique. Ces dernières sont redistribuées entre les autres puissances coloniales par la Société des Nations sous un statut particulier appelé mandat de gestion. Le partage du Togo entre la France qui en reçoit les 2 tiers et le Royaume-Uni qui en reçoit le dernier tiers résulte en un pays bicéphale avec ses 2 tutelles dites respectivement Togo français et Togo britannique. Cette situation transforme le Togo en un front lointain de guerre quand commence en 1939 la Seconde Guerre mondiale. Quand la France, occupée par l'Allemagne, signe l'armistice en 1940, la conséquence directe pour le Togo est que la frontière entre les 2 zones d'influence française et britannique est fermée, compliquant encore plus la vie et les échanges au niveau local. L'Allemagne perd à nouveau la guerre et cette fois, les Nations Unies, qui ont succédé à la Société des Nations, reprennent la main et confirment la mise sous tutelle britannique et française du Togo en 1948. Le Togo français intègre alors l'Afrique occidentale française, malgré son statut particulier, et constitue une seule circonscription avec le Dahomey, actuel Bénin, représenté par un seul et unique député, sans toutefois évoluer vers une unification. La vie politique locale se met en place. Sylvanus Olympio, partisan d'un Togo réunifié, crée le comité de l'unité togolaise, CUT, s'opposant à Nicolas Grunitzky et son mouvement populaire togolais, le MPT, qui lui milite pour une association plus étroite avec la France. Pour les Britanniques, par contre, il apparaît évident d'accoler la bande de terre dont ils ont hérité depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale à la Gold Coast pour en faire un même pays, l'actuel Ghana. Mais les Français, eux, veulent un rattachement à la France. Ils organisent donc un premier référendum en 1956, puis un second en 1958, sous le contrôle de l'ONU, et il est remporté par le CUT, le parti d'Olympio, qui confirme donc une évolution séparée du Togo francophone à côté du Dahomey. Sylvanus Olympio devient alors Premier ministre. Son projet est de reconstituer un État réunifié en récupérant la partie rattachée au Ghana. Il décline d'ailleurs l'offre du président panafricaniste du Ghana, Kwame Nkrumah, d'unir les 2 pays. Sylvanus Olympio réussit donc à obtenir, le 27 avril 1960, l'indépendance du Togo et 2 jours après, il est élu premier président de la République en battant son adversaire de toujours, soutenu par la France, Nicolas Grunitzky. Cependant, le 13 janvier 1963, lorsqu'il se réveille, c'est un fauteuil vide de président que trouvent les Togolais pris d'effroi devant un acte aussi odieux qu'incompréhensible.
Beaucoup y ont vu la main de l'impérialisme français face à un président qui voulait sa liberté, notamment sa propre monnaie. Mais on ne saura peut-être jamais pourquoi et qui a lâchement décidé du meurtre du président Sylvanus Olympio, premier président africain assassiné durant son exercice du pouvoir après les indépendances. Mon cliché africain de ce jour est une croyance qui, dans la plupart des cultures africaines, promet la malédiction absolue à quiconque porte la main sur son père ou sa mère. Et je n'ose même pas penser à ce qui est promis à qui va jusqu'à tuer son père. Eh bien, en tuant le père de son indépendance, le Togo a-t-il commis un parricide impardonnable au point d'avoir attiré sur lui une malédiction, des souffrances atroces et des morts par centaines depuis plus de 50 ans? Eh bien ça, je le laisse à votre appréciation, à vos prières pour toutes les victimes de la politique togolaise depuis 5 décennies, à vos cierges brûlés pour un pays à l'histoire tourmentée, à vos clichés à vous, à notre Afrique à tous. Et je vous dis à la semaine prochaine sur un Sankofa, lui, à jamais non violent. Bon week-end et merci pour votre fidélité.